Bienvenue à tous, il s'appelle Dorian Munoz, il a 34 ans et il se présente aux élections municipales 2026 de la Seine-sur-Mer dans le Var. Pour vous, pour votre avenir, pour votre pays, quand vous êtes papa, vous avez peur pour votre fils d'ailleurs, et vous avez plus peur pour vous. Et donc vous dites, tant que le combat n'est pas gagné, on continue. Nous le recevons aujourd'hui hors débat de campagne et politique en toute intimité. J'ai grandi comme un enfant dans une famille modeste, une famille moyenne, de la classe moyenne en France. On n'a jamais manqué de rien, mais jamais dans l'abus, et surtout toujours mérité, avec des valeurs humanistes et chrétiennes. Donc voilà, une enfance heureuse. Bonjour Dorian, bienvenue sur la chaîne Les Non-Dits. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, Dorian Munoz, j'ai 34 ans et je suis candidat à l'élection municipale de mars prochain à la Seine-sur-Mer, où je vis en famille avec mon petit garçon de 3 ans et demi. Vous êtes né à la Seine-sur-Mer ? Non, je suis né à Fréjus. Donc dans le Var. Dans le Var, un Varois. Vous avez fait vos études où ? Alors j'ai commencé mes études, puisque j'ai fait du droit, j'ai commencé mes études à Toulon pour ma licence de droit, et puis après pour mon Master 1 et Master 2 juridique, je suis parti dans la ville de Toulouse, voilà, un peu plus à l'ouest. La Ville Rose, c'est ça ? La Ville Rose, où j'ai continué mon cursus universitaire et où j'ai notamment eu un diplôme universitaire en droit et religion, tout ce qui est lié aux questions de laïcité. Droit et religion, expliquez-moi. En réalité, c'est un cursus un peu à part, mais c'est un cursus d'actualité. On a un état de droit, on a plusieurs cultes en France, et en réalité, c'était l'embriquement de ces cultes par rapport à notre droit national. Voilà, donc j'ai voulu compléter un peu ce cursus qui a duré 1 an, après mes 5 années de droit et mon Master 2, voilà, pour m'ouvrir à ces questions-là et à des problématiques qui pourront arriver à l'avenir. Déjà, dans votre cursus scolaire, vous étiez parti sur une direction politique ? Totalement, mais en réalité, mon parcours universitaire et mon parcours politique ont été liés, puisque moi, maintenant, je suis engagé depuis plus de 10 ans au Rassemblement national. Et donc, en réalité, ça s'est fait naturellement. Les deux se sont un peu entrechoqués. Et désormais, d'ailleurs, je suis attaché parlementaire depuis 4 ans de Madame Hélène Laporte, qui est actuellement vice-présidente de l'Assemblée nationale, mais qui était, quand j'ai commencé avec elle, député européen au Parlement européen. Vous habitez à la Seine-sur-Mer depuis quand ? Alors j'habite à la Seine-sur-Mer depuis 2018. Voilà, en revenant de mes études de Toulouse, à Toulouse, j'ai eu une opportunité de travailler. D'ailleurs, ce qui est marrant, puisque ça se rapproche de la question d'avant, dans le milieu juridique, mais aussi politique, puisque j'ai été le collaborateur des élus du Rassemblement national sur la métropole de Toulon et la mairie de Toulon. Donc votre premier emploi, première profession a été la politique, c'est ça ? Mon premier vrai travail a été la politique. Moi, j'ai travaillé pendant mes études, pendant les 6 années d'études après le bac. J'ai travaillé parce que je voulais aider mes parents et je ne voulais pas être quelqu'un qu'on soutenait à bout de bras. C'était très important pour moi. J'ai travaillé dans le milieu de la sécurité privée. Voilà. Donc j'ai fait les concerts, les bars, voilà, les boîtes de nuit, les chantiers, les grands commerces. Voilà, j'ai travaillé dans ce milieu-là pendant 6 ans ou 7 ans même. Et voilà, j'ai appris plein de choses. C'est une expérience de vie que je regrette pas. La sécurité privée, c'est la profession de vos parents ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est tombé comme ça par hasard. Ça m'a plu. Il y avait une certaine liberté aussi. On pouvait changer d'endroit, changer de gens, changer de monde en réalité. Non, mon père est infirmier libéral. Voilà. Et ma mère est mère au foyer. Pourquoi avoir choisi la Seine-sur-Mer ? C'est les Sablettes, les 2 frères qui vous ont attiré ? Oui, comme tout le monde, on est conquis par ces étendues de plage et par Janas aussi, par la forêt. Et je pense que vous savez, on choisit une ville par rapport à sa nature, à son caractère. Et la Seine est une ville populaire, fait de plein de choses et plein de rencontres et avec une histoire riche. Et je me suis senti à l'aise dès que j'y habitais. Quel est votre lien intime avec la Seine-sur-Mer ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer quand vous parlez de la Seine ? C'est, vous savez, je crois que c'est pas un secret, mais il y a beaucoup de critiques envers notre ville. Mais c'est des critiques constructives. C'est-à-dire que la ville, la Seine est la seconde ville du Var, et notre ville mérite mieux. Et donc du coup, forcément, quand vous aimez votre ville, vous avez envie qu'elle progresse, qu'elle s'améliore, qu'elle se construise encore plus forte qu'elle ne l'est ou qu'elle ne l'a été par le passé. Et donc du coup, forcément, vous êtes attaché à y faire quelque chose et à vous investir politiquement. Vous avez été dans un parti politique jeune ? Vous êtes occupé du juridique, c'est ça ? Oui, enfin, en réalité, je suis militant depuis 2014. Alors un petit peu avant, mais c'était à plus avec mon père pour l'accompagner.
Mais depuis 2014, je suis encarté politiquement au Front National à l'époque et maintenant au Rassemblement National. Vous avez grandi dans quel environnement? C'était quoi votre paysage d'enfance? Il y a rien d'exceptionnel. En réalité, j'ai grandi comme un enfant dans une famille modeste, une famille moyenne de la classe moyenne en France. Donc on n'a jamais manqué de rien, mais jamais dans l'abus. Et surtout toujours mérité. Voilà. C'est un peu mon enfance, avec des valeurs humanistes et chrétiennes. Donc voilà, une enfance heureuse. Vous avez grandi dans un quartier, dans une maison? Oui, c'est ça. J'ai grandi dans une maison avec mon petit frère, mon père, ma mère, mais pas que. On a autour de chez nous, en fait, quasiment la totalité de notre famille. Et donc, j'ai toujours grandi et j'ai toujours eu une ambiance conviviale et soudée. Ce qui, je pense, construit les adultes de plus tard. Et le petit Dorian, il était comment? Il était garnement, rebelle, réservé, chieur? Non, j'étais plutôt un enfant sage, mis à part les nombreuses disputes et bagarres avec mon petit frère, mais c'est normal, je crois que c'est toutes les familles. Vos premières oppositions, c'est surtout avec votre frère, votre sœur, votre grand frère, votre grande sœur. Ça forge. Mais non, j'ai été toujours quelqu'un de raisonnable, j'ai pas fait de grandes bêtises. J'ai écouté, je pense, ce qu'il fallait écouter, et j'ai retenu ce qu'il fallait de l'éducation de mes parents. Voilà, donc j'étais plutôt raisonnable comme garçon, et je le suis toujours d'ailleurs. Quelles sont vos passions aujourd'hui? Vous savez, la politique, ça prend un grand temps, ça prend une grande part de ma vie. D'autant maintenant que je suis papa. Donc vous cumulez le travail, le fait d'être papa et le fait d'être politiquement engagé. Donc les passions, j'ai très peu de temps pour les passions, mais je m'astreins à faire quotidiennement du sport. Donc je vais à la salle de sport, de la musculation pour être plus précis, des sports en général, les sports de combat. J'en ai fait quelques-uns. Et puis la musique, le cinéma, les grands films. On va parler de musique. C'est quoi vos 3 artistes du moment? Ceux que vous écoutez? Alors, c'est du moment, mais pas du moment pour les gens. J'aime beaucoup Oasis, qui est un groupe britannique, qui d'ailleurs a fait son retour. J'aime beaucoup Johnny Hallyday, Elvis Presley. En fait, je n'ai pas de catégorie de musique préférée. Je peux écouter ce qui se passe à la radio. Certes, ce sont des grands artistes, mais dans les artistes du moment? Et non, mais malheureusement, du moment, non, j'avoue que j'ai un petit côté nostalgie. C'est peut-être le seul côté nostalgique que j'ai dans ma vie, mais dans la musique, c'est vrai que j'aime plutôt des stars établies et connues et plus anciennes. Ouais. Pour vous motiver le matin, vous écoutez quoi? C'est simple, le matin, alors on commence en douceur, mais ça c'est un petit peu mon péché coupable, c'est Julio Iglesias. Oh, il n'est pas changé. Voilà, j'aime beaucoup Julio Iglesias. Les chansons calmes d'Oasis. Elvis, c'est très bien aussi. Et j'écoute surtout de la variété française aussi, parce qu'en fait, dans la voiture, c'est là au moment où j'écoute de la musique, le plus souvent, et c'est surtout, je suis branché surtout RFM. Voilà, donc en fait c'est radio que Spotify et Deezer par exemple. Voilà, les Spotify et Deezer c'est plus à la musculation, mais j'écoute des podcasts d'ailleurs politiques ou historiques ou voilà. Pourquoi vous êtes axé plutôt sur les anciennes chansons à votre âge, 34 ans, il n'y a rien qui vous représente aujourd'hui? Non, mais je crois que c'est une question de goût. Ça ne s'explique pas vraiment. Voilà, j'ai l'envie de découvrir, parce qu'il y a des artistes qui je tombe par hasard sur des artistes, mais si vous voulez, je connais, j'ai déjà entendu, puisque comme tout le monde... Oui, voilà. Parce que vous allez en soirée automatiquement. Oui, alors les soirées, depuis qu'on est papa, on a bien calmé, mais sur l'ambiance du moment. À la radio, dans les magasins, etc. Voilà, je sais que le rap a pris une proportion importante dans la musique française. Voilà, ça m'arrive d'écouter du SCH, des choses comme ça, mais c'est à la marge en réalité, parce qu'on a tous nos playlists. Voilà, et les radios RFM, c'est toujours un peu la même catégorie de musique, si vous voulez, ou de genre. Donc voilà, je suis plus baigné là-dessus, hein, c'est vrai. On a parlé de sport, il y a quoi d'autre? Pêche, bateau, plongée? Non, alors c'est plutôt je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup les sports de combat, parce que j'en ai fait moi-même. Quel sport? J'ai fait un peu de kickboxing,
à l'époque, du Krav Maga beaucoup. Et puis ça collait avec mon métier de l'époque qui était de faire de la sécurité privée, même si on l'utilise pas beaucoup. Et après j'ai des sports. Alors ça paraît totalement étrange quand je le dis, les gens sont un peu interloqués, mais j'aime beaucoup le sumo. C'est peut-être le seul truc qui me... Le sumo, c'est-à-dire le sumo, ouais, le sumo, j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est... Alors regardez, c'est passionnant. Ah non, j'ai pas le poids, et puis j'ai pas la technique pour faire... Il faut des combinaisons gonflables, je crois. Ouais, je crois, ouais, parce que là, prendre 50 ou 60 kilos, c'est compliqué pour un sport. Même plus, non? Mais... Ils sont lourds, non? Oui, ça fait 140, 150, oui, vous me rajoutez 50 kilos, c'est déjà bien. Ouais, le sumo, voilà. J'aime bien le sumo et le patinage artistique. Ah, surprenant. Mais ça, on revient peut-être à des plus vieux souvenirs avec ma grand-mère devant la télé, aux Jeux Olympiques ou aux concours d'Européens ou mondiaux. Voilà. C'est un truc, je trouve que c'est... Ils ont une grâce que je n'aurais jamais, une technique que je n'aurais jamais, et une condition physique que je n'aurais probablement jamais, que je n'ai jamais eu d'ailleurs. C'est assez surprenant entre le sumo et le patinage artistique. Ah, c'est totalement atypique, oui, j'avoue. Pour le parcours professionnel, on en a parlé, mais après vos études, vous avez fait des petits boulots? Oui, alors en réalité, j'ai eu une licence de droit public. Et après, en Master 1, j'ai décidé de me tourner vers le droit pénal et les sciences criminelles. Donc, j'ai continué dans cette voie. Et parce que je suis quelqu'un qui aime bien approfondir les choses, en Master 1, en droit pénal, j'ai vu un peu l'historique des sanctions, des peines qu'on appliquait avant certaines réformes, après certaines réformes. Puis, en fait, j'ai poussé la chose et j'ai fait un Master 2 en histoire du droit et des institutions. J'ai appris plein de choses et comme j'aime l'histoire, ça m'a permis d'avoir une vue différente. Et donc après ce fameux diplôme universitaire droit et religion pour tout ce qui est question de laïcité, voilà. Et en parallèle, bien sûr, j'ai milité pour mon parti, où j'ai eu des responsabilités au niveau local. J'ai été responsable des jeunes du Var pour mon parti et des responsabilités au niveau régional, puisque j'ai été le responsable régional des jeunes du Rassemblement national. Votre activité, c'est la politique aujourd'hui? Aujourd'hui, mon métier, c'est collaborateur parlementaire à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Donc oui, on peut dire que c'est de la politique, même si c'est pas que de la politique. Oui, il y a beaucoup d'administratifs. Voilà. Quand vous parlez avec les jeunes de la ville, qu'est-ce qui revient le plus qu'est-ce qui est important pour eux? Ce qui revient le plus, c'est le manque de dynamisme. Ils ne comprennent pas que la seconde ville du Var manque d'infrastructures. Manque d'opportunités d'emploi. Voilà. Le plus, c'est ça. Et aussi, peut-être un manque d'infrastructures et un vieillissement des infrastructures. Moi, vous savez, quand j'emmène mon fils à la maternelle, je parle avec des parents, plus ou moins jeunes d'ailleurs, et ils me disent mais c'est pas possible d'avoir des routes comme ça, des écoles sans clim l'été. Tout ça, c'est plus possible. Et en fait, on a accumulé un retard important là-dessus. Et je pense que c'est l'effort aussi à faire. Et c'est tout l'enjeu, d'ailleurs, des prochaines années. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la jeunesse qui habite la Seine-sur-Mer? Bon, il y a de tout. La Seine-sur-Mer, comme c'est la seconde ville du Var, c'est assez grand. Donc, vous avez tout. Vous avez des jeunes entrepreneurs, vous avez des salariés, vous avez aussi du chômage. Moi, si vous voulez, je me reconnais dans ma génération. Mais en réalité, les problématiques de la Seine-sur-Mer sont celles qu'il y a partout en France. Voilà, c'est les opportunités d'emploi, c'est des taxes qui sont élevées et des impôts élevés, c'est plein de choses. Donc oui, moi je me reconnais, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde en réalité. Hein. Je suis quelqu'un de lambda. Donc tous ces problèmes-là, moi j'y fais face. Est-ce que vous pensez que la Seine peut être une ville où la jeunesse s'épanouit vraiment? Bon, en tout cas, elle a toutes les qualités pour. On a un cadre de vie qui est quand même magnifique. Le seul point noir, on en parlait tout à l'heure, c'est peut-être l'offre d'emploi, qui n'est peut-être pas à la hauteur, mais le problème est partagé partout, hein, dans toutes les villes, dans toute la France. Moi, ce que je souhaite, c'est un développement économique de notre ville. Et donc, ce développement économique passera forcément par des offres d'emploi accrues, puisque je souhaiterais qu'en fait, que la ville soit plus vivante, plus moderne, et qu'on puisse accumuler un certain savoir-faire local en rapport avec la vie maritime, puisque ça serait le plus logique, et donc des sociétés, des startups qui s'installent. Et donc je pense qu'on peut endiguer un petit peu
le phénomène de fuite des cerveaux, puisque c'est un phénomène, vous savez, qui est reconnu depuis de nombreuses années maintenant, c'est la fuite des cerveaux français vers d'autres pays. Voilà, permettre à des Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5, de rester et de ne pas être obligé de se déplacer à Paris ou dans des grandes métropoles plus importantes ou à l'étranger et vivre là où ils ont grandi, où ils sont nés. Et d'ailleurs, ça sera d'autant plus efficace, puis ils connaîtront la réalité du terrain et la réalité de la physionomie de la ville. Je n'ai pas posé cette question à tout le monde. On vit dans une période où l'IA est de plus en plus présente. Est-ce que vous l'utilisez ? Alors, je l'utilise, mais en réalité, en faible proportion. En réalité, l'IA, c'est quelque chose de fort. Qu'est-ce que vous utilisez, par exemple, comme application pour l'IA ? Bon, la basique. ChatGPT. ChatGPT, ouais. Alors, sur le traitement de texte, mais c'est plus compliqué que ça. En réalité, moi, je pars du principe que le travail doit être fait par le cerveau humain. Oui, c'est clair. Là où l'IA est intéressante, c'est qu'elle nous permet de gagner du temps. Je m'explique. Vous devez écrire un courrier, je ne sais pas, je vais prendre n'importe quoi, un ministre, un maire, un préfet. Vous écrivez ce courrier. Et puis il y a une tournure de phrase, puisque c'est le cerveau humain, ça ne peut pas être parfait, par définition. Vous avez un problème sur une phrase. Vous mettez cette phrase dans ChatGPT, juste cette phrase, hein, pas le texte, parce que le texte, vous en êtes content. Elle va vous trouver une tournure de phrase que vous n'auriez pas pensé. Du coup, c'est un gain de temps formidable, parce qu'au lieu de réfléchir 10 minutes, pas utiliser un mot, un synonyme de ce mot, parce que je l'ai utilisé. Attendez, ChatGPT, une phrase, tac, tac. Ah oui, il m'a sorti un synonyme intéressant, je le prends, je le mets. Il faut que ça s'arrête là, parce qu'il ne faut pas non plus devenir esclave de cette technologie. Ça, ce serait trop facile sinon. Bon, bah alors, qu'est-ce que je dois faire ? Un courrier sur ça, tac, 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 j'écris sur ChatGPT, allez, le courrier est fait, c'est bon, c'est réglé. Ça ne sera pas parfait, ça ne sera pas personnalisé, ça ne s'adaptera pas, malgré ce qu'on dit, à 100% de votre situation, mais à 95%, 96%. Et c'est là où il est le danger. Et c'est là où il faut prévenir surtout les jeunes, parce que c'est les jeunes qui sont plutôt adeptes de ce genre de choses. Ne pas tomber dans le piège d'être en fait l'esclave de ChatGPT et de ne plus pouvoir sortir quelque chose, que ça soit à l'écrit, à l'oral. Voilà, il faut quand même maîtriser cette chose. Et moi, ce que je m'interdis d'avoir d'ailleurs un compte payant sur ce genre de plateforme, ChatGPT, etc. Je m'interdis tout ça parce que je sais qu'à un bout d'un moment, je n'arriverai à plus rien faire. Et donc, je veux continuer à faire mes choses. Je l'ai fait avant ChatGPT, avant l'IA. Je le ferai après l'IA. Et si vous deviez imaginer une ville qui vit avec l'IA, ce serait quoi pour vous ? Comme je vous ai dit, ça va traverser de nombreux domaines. Je pense que celui qui intéresse le plus les gens, en tout cas dans l'urgence, et celui où ça peut être le plus efficace, c'est l'IA utilisée, vous savez, dans les caméras de sécurité, pour la reconnaissance faciale, etc. Donc l'IA va permettre de connecter ces reconnaissances faciales à d'autres fichiers, par exemple nationaux, de police, et un gain de temps formidable, une efficacité redoutable. Et donc là, par exemple, vous voyez, dans ce genre de domaine, l'IA, c'est redoutable. Et je pense qu'il faudra forcément passer par là. Que représentent aujourd'hui les réseaux sociaux dans votre vie ? C'est un peu comme l'IA. Dans mon cas, c'est un passage obligatoire quand on est en politique. Alors je vais vous parler du politique, puis après je vous parlerai un peu plus du personnel. Mais en politique, il faut faire et faire savoir. Et donc, maintenant, l'action politique, vous faites un marché, vous faites un tract, vous faites une affiche, vous allez sur un marché, vous allez, je sais pas, à une réunion publique. C'est bien de le faire, parce que vous touchez immédiatement les personnes qui sont autour de vous et les gens dans le réel. Les réseaux sociaux permettent de faire une extension de cette action et de le faire savoir à tous. Voilà. Hier, j'étais sur le marché des Sablettes, par exemple. Aujourd'hui, je serai sur le marché du centre-ville, par exemple. Et faire savoir et faire, c'est indissociable pour moi maintenant. Je parle en politique, mais on peut parler aussi des artistes, de la musique, de n'importe quoi. De communication et d'information. C'est un moyen redoutable de communication, même mieux peut-être que les moyens de communication dits traditionnels, radio, télévision, voilà. Personnellement, moi, je suis très limité puisque je passe beaucoup de temps politiquement dessus. Voilà, moi, je suis très limité. Je poste 1 ou 2 photos sur des comptes très personnels avec mes amis que j'ai, ma famille les plus proches. Mais voilà, j'en fais pas une utilisation abusive parce que je vous dis, ça permet de conserver des liens. Il y a vite moyen de faire ça. Voilà, il y a que 24 heures dans une journée. Il y a vite moyen de faire ça toute la journée. Et je le refuse parce que d'un, j'ai pas le temps et de deux, j'en ai pas l'envie.
Et en quoi la jeunesse qui connaît ces technologies peut aider une ville à ne pas rater le train du futur? En fait, la jeunesse, dans ce rôle-là, elle pousse les décideurs publics et les politiques à l'utiliser. Donc maintenant, c'est un passage obligatoire pour tous les politiques, et c'est très bien. D'autant plus qu'on est passé à un stade où l'information va vite. Elle va encore plus vite avec les réseaux sociaux. C'est un relais formidable. Et en plus, ça touche plus de personnes. Je vous apprends rien, mais vous avez des réseaux sociaux destinés qu'aux plus jeunes. Par exemple, on peut dire TikTok, c'est une tranche d'âge plus jeune. Puis après, vous avez Instagram, qui est plus ma génération. Et puis après, vous avez Facebook, qui est une génération peut-être un peu plus ancienne. Et donc, tout ce mélange-là fait que vous touchez un panel de population important, que ce soit du plus jeune au plus âgé. Est-ce que vous êtes engagé dans des causes associatives, collectives Alors, ou autres? je pense que la plus grande cause qu'il faut aider aujourd'hui, c'est la France. Et si vous voulez, en m'engageant politiquement à l'âge de 23 ans, de 22 ans même, je pense que c'est le plus beau et le plus grand engagement que j'aurais pu faire pour mon pays et pour la société française. Donc ça me prend beaucoup de temps, vous pouvez vous en douter. Maintenant, le monde associatif, je le connais plutôt pas mal, puisqu'on a tous des connaissances, des amis qui sont engagés. Et lorsqu'on peut faire un don, participer à une action, c'est avec plaisir qu'on le fait. Mais voilà, moi, mon engagement, il est pour la France, et il me prend, croyez-moi, beaucoup de temps. Quand on a un parcours service aux autres, comment cela s'est engagé comme un fil conducteur de votre vie? Alors, c'est pas arrivé de suite. Moi, j'ai grandi dans une famille profondément patriote. Mais ça, quand vous êtes plus jeune, vous le voyez de loin, vous avez des bases, vous avez des souvenirs, vous avez des conseils, mais après, vous avez votre vie d'adolescent à faire, qui est parfois chargée, pour des adolescents. Après, vous allez faire des études universitaires, et vous entendez, vous voyez, vous constatez certains discours, et vous dites, mais attends, moi je me sens pas du tout concerné par ce genre de discours ou par ce genre de vision. Et donc vous décidez de vous engager, vous dites, non, je veux montrer ma vision de l'avenir de la France, de la politique, d'économiquement, socialement. Et vous vous engagez naturellement, en fait, pour votre pays. Comment décririez-vous votre manière de travailler, votre façon de gérer une équipe, par exemple? Vous savez, personne n'est né naturellement pour gérer une équipe. Ça s'apprend, ça se construit. Et pour moi, avant tout, c'est de la loyauté. Voilà, dans une équipe, il faut de la loyauté. Alors des compétences, bien évidemment, plein d'autres qualités, mais c'est avant tout de la loyauté. Et je crois que j'ai construit autour de moi une liste, la sienne d'abord, qui est loyale, qui est compétente, qui est unie et qui transpartisane, dans le sens où elle touche l'ensemble des composantes de la droite et du centre, mais aussi de la société civile. Voilà. Sur quoi les gens, selon vous, se trompent quand ils vous imaginent? Je sais pas, je sais pas ce que disent les gens. Alors, il y a des poncifs qui reviennent. Des petits bruits tout le temps? Oui, trop jeune, trop extrême. Voilà, il n'a pas de programme, par exemple, dans le cas des élections municipales. Bon, mais tout cela est faux. Et donc, si vous voulez, je fais très peu attention aux critiques non construites et négatives. Je veux bien entendre les critiques à partir du moment où elles sont construites. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, je me concentre pas tellement sur le négatif, je me concentre plutôt sur le positif. Et donc, il y a plein de choses positives qui ressortent de ma candidature ou de mon engagement politique. Voilà, la jeunesse, la fraîcheur, le dynamisme. Voilà, ce besoin de rassembler autour de moi des gens compétents et qui ont envie de faire les choses bien pour leur ville. Voilà, moi je me concentre là-dessus plutôt. Il y a eu des carrières politiques qui ont commencé historiquement jeunes. Est-ce que vous vous sentez prêt? C'est une certitude que je suis prêt, sinon je ne me présenterai pas. Vous savez, il y a l'élection municipale, ce qui est déjà quand même pas mal impressionnant et, dirais-je, prenant au niveau chronophage. Mais après, si vous gagnez, si vous n'êtes pas prêt, vous faites quoi? Vous faites pas grand-chose. Et on a vu ces dernières années des gens qui ont gagné qui n'étaient pas prêts à gouverner. Moi, je pense tout le contraire. Je pense que je le suis. Voilà. Je pense que je suis prêt à gouverner localement cette ville. J'ai des milliers de projets. J'en ai d'ailleurs pour
pour 20 ou 25 ans, si vous voulez, des projets. Mais voilà, non, je me sens totalement prêt, bien sûr. Je suis très serein et je prépare ça, vous savez, depuis des années. Je suis très bien entouré et je prépare ça depuis des années. Voilà, je sais que dans 4 mois, il peut arriver une chose, c'est-à-dire que je sois élu maire de la Seine, et je pense que je le serai. Et en tout cas, je ferai tout pour l'être, parce que je veux changer les choses. Donc, je peux pas après dire aux gens, ah oui, mais non, mais je me sens pas capable. Ah ouais, mais là, j'ai un doute sur... Non, c'est pas le moment d'avoir des doutes. Il n'y a aucun doute de mon côté, et je sais que ça se passera bien, et ça se passera bien pour l'intérêt des Sénois et pour l'intérêt de notre ville. Votre équipe est déjà construite ? Elle est à 95% construite, dans le sens où j'ai mon équipe, j'ai même des gens qui viennent encore me voir et qui viennent me rencontrer pour en faire partie, donc si vous voulez, j'ai de quoi faire une liste et demie, voire 2 listes. Je me laisse le temps de la réflexion toujours, parce qu'on est quand même encore à 3 mois et demi des élections. Et donc, du coup, je sais les grands ensembles, les grands équilibres de cette liste, mais je me laisse le choix et le luxe de choisir jusqu'au dernier moment mon équipe. Enfin, en tout cas, la version finale de cette équipe de la Seine d'abord. Et qu'attendez-vous d'une équipe autour de vous ? Je vous l'ai dit, de la loyauté, de la compétence, et surtout une chose, l'amour de notre ville avant tout, et la volonté de bien faire. Et donc, je crois que j'ai réussi ce pari. J'ai des gens très intéressants autour de ma candidature, autour de moi, et j'en suis très heureux, et ça ne peut aller que dans le bon sens. Voilà. Comment encaissez-vous les trahisons ? Est-ce que vous avez déjà été confronté ? Non, je touche du bois, pardon. J'ai jamais été confronté à de la trahison, mais parce que, en réalité, la trahison vient dans un contexte qui est ou qui devient difficile. Je m'explique. Moi, j'ai été très clair avec mon équipe et avec ceux qui travaillent avec moi depuis maintenant plus de 6 ans. Moi, ce que je veux, c'est de la loyauté et la vérité. Voilà. Moi, je préfère une bonne vérité en pleine tronche plutôt qu'un joli mensonge. Et donc, de ce fait, en fait, je limite considérablement les possibilités de trahison autour de ma personne, parce que je suis cash avec les gens, parce que je leur dis la vérité, et je demande la même chose en face. Alors, moi, je me sens pas concerné directement, mais c'est vrai que la trahison fait partie du milieu politique, de la politique, et c'est le jeu. Malheureusement, on n'a pas les moyens de la rancune en politique, et quelqu'un qui vous a trahi, écoutez, il faut le laisser au bord de la route, remonter dans le bus de la vie politique et continuer. Voilà, tout simplement. Vous nous avez dit en début d'interview, vous êtes papa ? D'un petit garçon de 3 ans et demi qui se prénomme Gabin. Voilà. Et comme tout papa, c'est un changement, c'est un raz-de-marée dans la vie, mais un très beau raz-de-marée. Est-ce que vous avez le temps de le voir, de vous occuper de lui, jouer avec lui ? Je suis très proche de lui, on passe beaucoup de temps ensemble. J'en suis très fier, parce que c'est pas tous les papas aussi qui peuvent avoir le temps de s'occuper autant de leur enfant, de leur fils ou de leur fille. Et c'est bien, parce qu'on apprend aussi tous les jours à son côté, quoi. On voit des choses autrement. Il a des réflexions, parce qu'il est quand même très alerte pour son âge et très à l'aise. Et qu'est-ce qu'il dit quand il voit la photo de papa sur les murs ? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il me dit bon, il y a papa, c'est papa au mur. Oui, mais c'est papa au mur, c'est papa sur le papier, c'est parce que c'est un tract. Mais l'autre fois, il me dit j'étais avec maman en voiture et c'est un autre papa qui a collé. Et c'est là où je me suis dit, pour lui, tous les papas sont collés sur les murs. Sont surcollés sur les murs, et là, il n'a pas vu son papa, et il m'a dit mais tu te colles pas les affiches, papa? Et j'ai dit non, alors là, c'est peut-être un autre monsieur qui a collé, mais ça tourne, tu sais, mais papa, il va revenir, il va dire, tu as raison, il va dire à son équipe d'aller coller. Faut que ça soit papa, ton papa qui soit collé sur les affiches. Donc c'est là où on se rend compte que pour lui, c'est la normalité. En réalité, il se rend pas compte que je suis candidat et que les autres papas sont pas candidats, ou pourquoi les autres papas sont pas... Peut-être tout simplement qu'ils se disent non, les autres papas, ils ont pas d'affiche parce qu'ils sont nuls, puis c'est tout, quoi. Mais en fait, non, c'est juste que papa a décidé de s'engager politiquement, localement pour sa ville, et donc du coup, voilà, mais ça, je peux pas lui expliquer, c'est très très marrant, voilà. J'ai des vidéos très marrantes de lui devant des panneaux ou des photos où il est comme ça. Il sait même pas ce qu'il fait, en réalité, mais bon, là, c'est pour la vie privée, ça, c'est pour la famille et les amis, surtout. Voilà qu'on rigole.
Et quel a été le moment déclencheur de votre engagement politique? Il n'y en a pas vraiment, en fait. Je pense que je fais une partie d'une génération où il n'y a pas vraiment d'éléments déclencheurs. Il n'y a pas un acte, une agression, un fait divers, une décision politique qui a été prise. C'est l'accumulation de plein de petites choses. C'est prendre un coup de couteau pour une cigarette, c'est les impôts qui augmentent, les taxes qui augmentent, l'essence qui augmente, les APL qui réduisent pour les aides pour les jeunes, vous savez, au logement. En fait, c'est plein de petites choses. Et on se dit, mais attendez, on va où là? Et je pense que c'est ça. Et au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol. Il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Peu importe ce que c'est d'ailleurs, la goutte. Ce qui est important, c'est le vase. Et donc, vous vous engagez politiquement. Puis je vous dis, bon, écoutez, là, il y en a marre. Moi, je vais m'engager. Et puis, je vais essayer de faire changer les choses. Voilà. Ça part d'ailleurs d'un très bon sentiment, hein, toujours, hein, l'engagement politique. Voilà. C'est après que ça dévie généralement chez certaines personnes. Et qu'est-ce qui vous donne envie de continuer, même les jours difficiles? C'est simple. Maintenant, c'est mon fils. Vous savez, avant d'être papa, vous avez peur pour vous, pour votre avenir, pour votre pays. Et quand vous êtes papa, vous avez peur pour votre fils d'ailleurs. Et vous avez plus peur pour vous. Hein. Et donc, vous dites, tant que le combat n'est pas gagné, on continue. Et donc, le combat n'est pas gagné. Je crois que j'apprends ça à personne. Mais on continue, voilà. Alors, après, on veut rentrer dans le concret. Et donc là, on s'engage politiquement. Et là, on s'engage pour sa ville, pour sa cité, pour changer les choses. Et ça vous amène à être candidat aux élections municipales. Et ça m'emmène à être devant vos caméras. Voilà. Si vous pouviez résumer en une phrase votre moteur profond, ce serait quoi? C'est mon fils. Mon fils, mon pays. Voilà, ça fait une phrase. Mon fils, virgule, mon pays. Et il y a Daniel Balavoine qui a dit « Mon fils, ma bataille ». Oui, voilà, c'est un peu ça. Mais ma bataille, c'est la France, du coup. Quand on vous croise dans la rue, vous préférez qu'on dise de vous « Monsieur le candidat »,« Monsieur Munoz » ou juste Dorian? J'ai pas de préférence, moi. J'ai pas de préférence, mais les gens ont tendance à m'appeler Dorian. D'ailleurs, ce qui est marrant, parce que c'est un phénomène qui n'arrive pas à tous les gens qui sont engagés politiquement. Moi, alors, on sait que je m'appelle Munoz, hein, on commence à le savoir, hein, ça y est maintenant. Mais souvent, les gens ont le réflexe de me dire Dorian, et moi, j'aime bien ça parce que c'est une marque de proximité. J'essaye d'être au plus proche des Sénois, de leur attente, de leur ambition, de leur inquiétude, de leurs problématiques. Donc moi, on dit Dorian, je peux vous parler? Alors, on vous voit ou pas, d'ailleurs, on a tendance à me tutoyer. Dorian, je peux te parler, machin? Bien sûr, il n'y a pas de problème, on y va. Et voilà. Donc c'est plutôt Dorian qui revient bizarrement, ouais. J'ai vu sur les réseaux, il y avait marqué Dorian Munoz ou Dorian Munoz. Alors c'est très simple, très simple. Je suis né le 14 octobre 1991. Mes parents m'ont donné le prénom de Dorian, j'en ai qu'un seul. Mais mon nom de famille, c'est Munoz. Pour la petite histoire, en réalité, c'est d'origine espagnole. Et donc, quand vous vous mariez en Espagne, vous avez le premier nom du père, le deuxième nom de la mère. Sauf que quand vous avez un enfant, on garde toujours les premiers noms. Donc, ça fait en cascade. Et ça s'est arrêté puisque mon grand-père est venu travailler en France avec mon père. Et ça s'est arrêté à Munoz au mauvais moment. Mais vous savez, Munoz, c'est comme Dupont. Il y a Dupont en France, il y en a énormément des Munoz. Voilà. Et politiquement, pour que ça soit plus simple et pour qu'on arrête de me dire que c'est une erreur, j'ai gardé que Dorian Munoz, mais en fait, c'est un choix logique. C'est ce que je faisais déjà à l'école. Sur les copies de classe, j'ai jamais écrit Dorian Munoz. J'ai toujours écrit Dorian Munoz parce que les gens m'appelaient Munoz au tableau. Donc, si vous voulez, c'est une suite logique. Et donc, du coup, naturellement, c'est devenu Dorian Munoz. Voilà. Nous allons faire un bond dans le futur. Voilà, vous êtes élu. Quelles seront les 3 premières propositions que vous mettrez en œuvre dès le premier jour? Moi, je pense qu'il y a 3 priorités pour notre ville. Alors, tout d'abord, il y a la sécurité. Il y a une gestion rigoureuse des finances. Il y a une démocratie locale plus développée, avec une participation citoyenne. Et après, parce que en réalité, toutes ces choses doivent bouillonner ensemble, le développement économique de notre ville. Vous savez, la sécurité, c'est la première des libertés. Et si vous ne vous sentez pas en sécurité, là où vous vivez, là où vous travaillez, tout le reste, peu importe ce que c'est d'ailleurs, c'est secondaire. Pour être à l'aise, il faut se sentir en sécurité. En fait, se sentir à sa place, se sentir, qu'il n'y ait pas un danger qui vous tombe sur le coin de la tête dès que vous faites 3 pas dans la rue, ou que vous êtes dans votre maison, que vous partez un week-end et que c'est cambriolé. Voilà.
Et donc pour moi, c'est la grande priorité. Voilà. Et donc pour cela, je souhaite une police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc une brigade de nuit qui s'installe. Pour cela, il faudra une augmentation des effectifs de police, de la police municipale. Voilà. Et comme c'est une grande priorité de mon futur mandat, si je suis élu maire de la Seine, je ne donnerai pas de délégation à un adjoint, c'est moi en direct qui prendra en charge cette délégation de la sécurité. Voilà, pour être au fait quotidiennement des avancées et des problématiques de notre ville. Une dernière phrase pour convaincre les électeurs ? C'est simple. Notre ville, depuis maintenant 18 ans, stagne. Et quand une ville stagne, elle recule. Alors, il y a plusieurs responsables à ça. Il y a 12 années de gestion de la gauche, qui a préféré, pour des raisons politiques, accumuler les pauvretés et ne pas faire bouger trop la Seine, ne pas mettre les pieds dans le plat. Et puis on a eu 6 ans, les dernières 6 années, qui je pense sont préjudiciables pour notre ville aussi, parce que ce qu'on appelle la droite, mais en réalité ce n'est pas la droite, c'est les représentants locaux de monsieur Macron, ça va être de Bloc Central, de Bouilly, on ne sait pas exactement où elles sont, n'est pas capable de s'entendre plus 6 mois d'affilée. Et donc on a perdu 18 ans, et moi je dis quelque chose de simple aux Sénois, je dis ça suffit, on arrête les frais, on arrête de se disputer sur l'autel d'une gouvernance locale et on arrête d'accumuler les pauvretés dans notre ville. Voilà. Et le changement en mars prochain passera par ma candidature. Je suis le seul à avoir cette volonté-là, réelle. On a d'autres candidats, et qui, je vous rappelle, sont tous issus de la majorité de Nathalie Biquet, et donc qui ont un bilan à assumer. Moi, j'y suis pour rien là-dedans. J'ai proposé des choses pendant 6 ans que je pensais intelligentes et bonne pour ma ville. Je me suis abstenu quand j'avais un doute sur l'honnêteté du projet, et j'ai voté contre quand je pensais que c'était néfaste pour notre ville, ou que ça allait pas dans le bon sens. Et donc, en mars prochain, je dis aux Sénoises et aux Sénois, stop, on arrête, on repart sur des bonnes bases, tous ensemble, pour construire une Seine plus vivable, plus chaleureuse, plus humaine, mais surtout plus sécurisée et avec un développement économique à la hauteur des attentes des Sénoises et des Sénois, c'est-à-dire d'une seconde ville du Var. Merci Dorian. Merci à vous. Abonnez-vous pour être informé.